Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ces Talks France. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant puisqu'il s'agit des bonnes pratiques, en tout cas pour mettre en place des groupes de nœuds, donc des groupes de machines virtuelles, on va appeler ça des pools, dans un cluster JKI standard à l'aide de Terraform Cloud. Petite introduction rapide, si jamais le talk avait été nous allons parler de la best practice pour mettre en place un cluster JKI avec le mode autopilot pardon, à l'aide de Terraform Cloud, eh bien je vous aurais remercié tout de suite ce petit trait d'humour que vous me connaissez bien, tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de gérer les nœuds dans un cluster JKI de façon autopilot. Je suis Julien Breu et je suis ravi de vous accompagner ce matin pour ce talk et vous présenter les différents tips autour de la mise en place des différents nœuds que vous allez pouvoir effectuer sur un cluster JKI standard. Petit disclaimer, du coup, je n'engage que moi sur cette présentation, puisque comme vous avez pu le voir, je viens de rejoindre Google Cloud pour vous aider, ou en tout cas aider la communauté des digital natives à arriver sur toute cette technologie assez intéressante. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, c'est bien la question. La question, elle est globale. On va d'abord faire un petit overview autour des différentes plateformes, parce que je dois avouer que ces deux plateformes qui vont être utilisées aujourd'hui sont des plateformes qui sont assez puissantes et finalement vous nous permettent de rapidement mettre en place un cluster. Ensuite, on va voir petite piqûre de rappel sur le provider Terraform pour Google, du coup de désactiver les nœuds par défaut. Vous allez voir, c'est très rapide. Et en fait, finalement, l'ensemble de ce talk va se placer sur les deux points suivants. Ça va être de vraiment séparer les différents groupes de nœuds. On va voir un petit peu comment. Et puis sur la deuxième partie et la dernière partie, ça va être des conseils que je vais vous donner de façon à pouvoir mettre en place ces différents pools et de les doubler justement pour gagner en efficacité opérationnelle, toujours dans une vision DevOps slash GitOps. Donc, l'overview que je vais faire, tout d'abord, ça va être sur la plateforme Terraform Cloud. Ça tombe bien, on est au Talks France. Donc, l'idée, ça va être de parler de quand même cette merveilleuse plateforme. Alors, cette plateforme, elle permet quoi en quelques mots? Elle va vous permettre de ne plus avoir à gérer toute la partie complexe finalement qu'on peut avoir autour de Terraform, à savoir la gestion du workflow pour pouvoir mettre en place votre infrastructure, de gérer également l'ensemble des participants dans ce workflow, l'ensemble des acteurs de ce workflow. Donc, vous allez avoir, grâce à la Terraform Cloud Platform, la possibilité finalement d'aller provisionner des choses. Et en fait, ce qui est très pratique avec cette plateforme, c'est que ce qu'on va appeler le cherry on the cake, ça va être de pouvoir lier cette plateforme entièrement à un esprit GitOps. Et donc cet esprit GitOps, ça va être l'idée de mettre en place une plateforme GitHub adjointe, une plateforme GitLab, mais également aussi de pouvoir avoir les notifications Slack. Donc cette plateforme, elle est très simple. Pour s'inscrire, vous allez sur app.terraform.io. Ça, je ne vous apprends rien, très simple. Et ensuite, à l'intérieur de cette plateforme, vous allez avoir la possibilité d'utiliser un certain nombre de workspaces. Donc les workspaces, ça va vraiment être une découpe assez finalement logique ou architecturale de ce que vous avez besoin. C'est ce que vous faites grosso modo quand vous utilisez Terraform, pas de problème là-dessus. Toute la puissance de cette plateforme, elle réside dans l'idée que l'état est globalement géré par la plateforme. Les secrets sont globalement gérés par la plateforme. Les outputs que vous allez pouvoir utiliser en variable d'entrée sont globalement également gérés par la plateforme. La plateforme fait le lien également dans vos pull requests sur par exemple GitHub ou GitLab de façon à aller effectuer un certain nombre de tests. Donc vous les connaissez, ça va être déjà des tests syntaxiques, mais également des tests qui vont être orientés plan. C'est-à-dire quand vous allez ouvrir une pull request sur ces différents outils, alors à ce moment-là, la Terraform Cloud Platform va vous aider à planer et à vous dire, OK, ta pull request va passer ou non. Voilà, donc un petit peu de publicité sur cette plateforme parce qu'en réalité, il ne va pas y avoir grand-chose à dire sur cette plateforme dans l'ensemble de cette présentation.
Bien entendu, on la présente plus, la plateforme, Google Cloud, donc qui va vous permettre de mettre en place un petit peu tout ce que je vais vous expliquer. Le code et tout ça sera, disponible dans la communauté, bien entendu, sur, les différents outils. Et encore une fois, Kubernetes Engine, donc cette fois-ci, dans un esprit, totalement standard, donc dans l'esprit où vous gérez les nœuds. Voilà pour la partie un petit peu, overview des plateformes utilisées. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Je vais pas avoir le temps nécessairement de faire du live coding. Ce serait plutôt dans un temps, 2 sur une extension de ce talk. Là, on va se baser vraiment sur quelques tips. Donc le premier, ça va être de supprimer, le pool par défaut dans la ressource. Donc pourquoi on va supprimer le pool par défaut? Déjà, on va mettre un initial node count à 1 de façon à réduire le nombre de nœuds qui vont être provisionnés dans le pool par défaut et au final, on va supprimer le pool par défaut. Pourquoi on va faire ça? Simplement pour utiliser la ressource principale en tant que vraiment le cluster. Ça va éviter d'avoir une ressource qui va gérer finalement un bloc de ressources Terraform qui va gérer deux aspects, à la fois l'aspect cluster et à la fois l'aspect pool ou en tout cas groupe de nœuds. Donc ça, c'est super important. En plus, ça va accélérer la lisibilité du code parce que là, la ressource, on parle de cluster et bien entendu, quand on parle de cluster, on va pas forcément parler des pools associés. C'est un petit peu ambigu. Donc pour limiter cette ambiguïté, la première chose à faire, c'est cette partie-là. Et ensuite, comme je disais, voilà, le code est beaucoup plus facile à lire parce que là, vous avez la ressource cluster. Donc ça, c'est la partie la plus simple de ce talk, très facile, mais qui va nous permettre de baser toute la suite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les pools, les workloads dans les différents pools, donc à cas dans les différents nodes des différentes machines virtuelles. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, quand on a un pool par défaut dans Kubernetes, on va avoir différentes ressources qui vont être placées un petit peu n'importe où. Et plus on va avoir des ressources, plus on va avoir des nœuds. Donc ça, c'est plutôt pratique pour un environnement de staging, un environnement de développement, voire même de test. C'est assez pratique. Mais nous, ce qu'on va souhaiter faire, c'est qu'on va souhaiter séparer les workloads dans différents pools. Alors, comme je disais précédemment, attention à l'environnement que vous utilisez, parce que si naturellement vous séparez les différents pools, vous allez avoir peut-être plus de machines, ou en tout cas une utilisation qui va être un peu plus importante des machines, puisque vous les avez séparées. Vous avez séparé des différentes typologies. Et comme vous pouvez le constater, du coup, ce qui est très pratique, c'est que là, on va pouvoir faire un système, un monitoring, un user, un web pool, différents pools séparés. Donc après, le choix de RabbitMQ dans le système pool, il est tout à fait discutable, je vous l'accorde. De même que j'ai suffixé par -pool pour bien que vous ayez l'image de ce qu'on est en train de voir ensemble. Ça va permettre quoi? Ça va permettre le scale vertical, donc c'est-à-dire de pouvoir changer la typologie des nœuds que vous allez utiliser sur ces groupes de machines, sur ces pools, mais également, naturellement, les primitives. Et puis pour aller un petit peu plus loin, c'est pas écrit sur la slide, mais ça va vous permettre aussi de gérer tout un sens d'autorisation, etc. Et en plus, cette vision de bonne pratique ou en tout cas de tips va vous permettre vraiment de pouvoir effectuer des opérations, ce que j'appellerais sans débordement. C'est-à-dire que si vous avez des opérations à effectuer sur la partie monitoring ou pourquoi pas sur la partie web pool, vous n'allez pas du tout déstabiliser les autres machines, les autres workloads. Ils vont vraiment rester en place de façon tout à fait rigoureuse. Et puis, bien entendu, le retour, hein, toujours mon trait d'humour, de Captain Obvious, la partie horizontal scaling, forcément, si vous mettez des ressources qui sont présentes dans différents pools, vous allez pouvoir scaler de façon horizontale, donc avoir plus de machines, mais finalement dans la typologie des différents workloads que vous allez mettre à l'intérieur. Comment on fait ça? On fait ça très simplement sur la ressource node pool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre du spray un petit peu sur les nœuds. Donc on va utiliser la taint et là c'est complètement arbitraire. J'ai mis key domain et puis value monitoring. Rappelez-vous, j'avais marqué monitoring pool. Donc à vous de faire le lien entre ces deux parties-là, de façon à comment dire, commencer à organiser une tolérance autour des workloads. Donc là, on parle vraiment de Kubernetes, la tolérance autour des pods que vous allez associer à vos déploiements, stateful set, etc.
Et donc, dans cette partie Kubernetes, ce qu'on va faire, c'est que on va à ce moment-là définir, comme je vous disais, des tolérances sur le workload. Alors là, la ressource est toute petite hein, pour la slide, mais vous imaginez bien que dans les deployments, vous avez tous plus ou moins beaucoup d'informations. Là, je l'ai réduit au strict minimum. Et puis la deuxième partie qu'on va avoir, bah, naturellement, ça va être l'affinité. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir dire à nos workloads, OK, tu tolères d'aller là-bas, mais s'il te plaît, va là-bas. Donc toute cette partie-là, on va jouer avec une partie un petit peu plus avancée qui sortirait un petit peu de cette présentation, qui est la partie Node Affinity de façon à aller sticker les workloads sur les pools. Et là, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir la chance, donc c'est pour ça que c'est un lien entre toutes les plateformes, hein, que j'ai fait un overview global, vous allez avoir la chance d'avoir une clé qui s'appelle cloud.google.com/gkinode-pool qui va vous permettre de pouvoir mettre le nom dans vos différents workloads. Et donc là, petit retour de ma partie Captain Obvious, bah, naturellement, vous allez dire à Prometheus quand vous allez faire ce type d'affinité et tolérance, vous allez lui dire, allez, vas-y, place-toi sur les nodes qui sont de type monitoring pool. Ce qui est assez génial avec GKI, c'est que vous allez pouvoir partir d'un ensemble de nœuds qui sont égal à 0. Donc du coup, vous allez pouvoir dire, OK, mon pool, t'es pas obligé d'avoir un nœud à l'intérieur. Et donc là, vous allez faire une économie de coût. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais c'est très pratique pour la gestion des opérations. Ensuite, la dernière partie sur laquelle je vais essayer d'étoffer, c'est finalement la partie que je voulais vous transmettre. C'est pour ça que le format est très court. C'est encore une fois un talk qui se veut un petit peu théorique. J'aurais vraiment apprécié vous balancer beaucoup de captures d'écran ou en tout cas une démo live pour vous montrer quel type d'opération on peut effectuer. Mais l'ensemble de ce talk est vraiment situé sur ce point. Les autres, je pense que c'est des choses que la majorité vous pouvez connaître ou lire ailleurs. Ça va être préparer vos futures migrations. Effectivement, juste pour introduire cette partie, l'idée principale, c'est que vous avez toujours deux équipes. Même dans un mouvement DevOps, vous allez avoir une équipe un peu plus Cloud and Operations et une équipe Engineering, etc. L'équipe Engineering, elle va pas avoir le même rythme que l'équipe Operations. Et du coup, comme vous le savez, on va dire que coder ou en tout cas mettre en place des ressources dans Terraform, ça prend nécessairement du temps et c'est quelque chose qui s'anticipe. Avec cette astuce-là, vous allez pouvoir accélérer ça parce que finalement, vous allez pouvoir gérer facilement vos ressources ou en tout cas les balancer facilement sans jamais avoir besoin de les recréer. On voit ça tout de suite. Donc l'idée de la préparation de nos futures migrations, c'est comme je vous ai montré, on a supprimé le pool par défaut, on a mis en place des pools différents pour attribuer chaque workload. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, ces pools, on va les doubler. Parce que bien entendu, sur GKI, c'est des ressources quasi infinies, hein, finalement, sur les pools. C'est une vue de l'esprit, c'est une gestion de groupe de nœuds. Donc, vous allez pouvoir mettre en place les doublés. Alors bien entendu, cette astuce, ça va être un petit peu compliqué. Si vous aviez déjà 200 poules, il va falloir les doubler par 400. Et donc là, peut-être que il va falloir adapter en tout cas les zones les plus importantes. Et ensuite, on va réutiliser la partie taint, on va réutiliser la partie affinity et on va scaler depuis 0. Alors comment ça se représente? Bah là, c'est très simple. Vous allez prendre la même ressource et vous allez, comme cela, du coup, préparer une primary et une secondary. Et donc, cette primary, cette secondary, je regarde bien le temps, vous allez pouvoir les définir de façon différente. C'est-à-dire que vous voyez sur votre gauche, on va avoir des nœuds tout à fait éphémères, des preemptibles, et on va utiliser des machines de type E2 medium, alors que dans le secondary, on va utiliser des N2 standards. Eh bien, on est typiquement dans l'exemple où tous vos workloads vont tourner sur le nœud primaire, et en fait, votre équipe de développement, d'engineering, vous a demandé d'avoir des nœuds qui arrêtent qui stoppent d'être repris par votre cloud provider, etc. Donc, du coup, vous passez au secondary. Et donc là, de façon relativement simple, vous allez avoir cet effet-là. OK, on est sur cette partie-là. On va commencer à gérer la deuxième partie, donc qui est, on a mis en place comment dire, le pool secondaire. On parle toujours de pool, le pool secondaire.
Ensuite, on va gérer une affinité comme vous le voyez en bas. Donc, on va ajouter du monitoring secondary, donc tirer pool. Hein. Enfin, c'était juste pour la vue de l'esprit. Je le rappelle toujours pour ceux qui, comme moi, ont un petit peu cet œil. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Retour de Captain Obvious, le workload va se déplacer tranquillement vers le pool secondaire. À ce moment-là, vous pouvez effectuer toutes les opérations que vous voulez sur le primaire et vous pourrez rebasculer l'ensemble de ces workloads sur le primaire. Et ainsi, vous n'avez pas on-demand à créer l'ensemble des ressources. Ah, il te faut ça, attends, comment il te le faut, spécification, etc. Vous avez toujours le primaire, le secondaire, et l'idée, c'est toujours que vos workloads après opération tournent sur le pool primaire. Ainsi, vous pouvez balancer un petit peu ces deux choses-là. C'est tout à fait valable si vous gérez de façon cohérente aussi l'ensemble des versions de Kubernetes dans vos nœuds. Eh bien, lorsque vous allez gérer des upgrades, vous allez pouvoir faire le balancement comme ça. Et là, vous allez me dire, pop, Jus, qu'est-ce que tu nous fais là? Donc, tu veux dire qu'en fait, tu as déplacé l'opération sur la partie workload. Eh bien oui, tout à fait. En fait, moi, je suis très orienté GitOps dans l'approche et je trouve ça très cool, en fait, que lorsque vous faites une opération comme ceci, vous ayez une pull request de préparation qui va vous aider à préparer le pool secondaire, puis ensuite primaire, vous avez bien compris ce basculement, et une autre pull request avec vos équipes si vous utilisez du Flux2 ou du Argo CD ou très récemment sur la GCP du Cloud Deploy, et bien en fait que vous faites une pull request pour aller justement signifier, montrer ces opérations. Ainsi, dans l'historique, bah, vous possédez toutes ces modifications et bien entendu, comme vous gérez ça au niveau des workloads, au niveau de vos manifestes, donc ça peut être du Helm, etc., eh bien, vous pouvez à tout moment, vraiment à tout moment, mettre les mains dans votre cluster et dire, pap, la partie secondaire, ça va pas, on a mal dimensionné, finalement, l'opération ne fonctionne pas. Et comme vous avez de la tolérance à l'intérieur, mais surtout comme vous avez de l'affinity à l'intérieur, vous avez aussi la possibilité bah, naturellement d'effectuer tout ce qui va être orienté canary, c'est-à-dire qu'en fait, vos workloads, vous allez pouvoir les faire tourner sur les deux et bien entendu, regarder comment vos workloads ils vont réagir sur la préparation de votre pool secondaire. Tout ça, c'est une astuce facile. Vous allez me dire, oui, mais on aurait pu on-demand créer le second pool, etc. Oui, mais là, vous avez une façon que je pense être assez facile. Vous pouvez vous renseigner dans la communauté avec les gens avec qui on a mis ça en place au fur et à mesure. Vous avez une façon facile. Et comme toujours un poil, quand je gère des opérations de fainéantise pour être super précis, j'ai besoin que tout soit à disposition. Vous aurez compris que j'argumente fort en ce sens. Voilà ce que je voulais vous présenter. Le gros avantage aussi de séparer les workloads, je voulais revenir dessus une dernière fois, c'est que vous allez avoir la possibilité aussi de gérer des pools avec, si vous voulez, je vais juste revenir en arrière, vous montrer quelque chose avec justement le minimum et maximum. C'est-à-dire que la plateforme JKI va vous permettre de créer des pools dont il n'y a aucun nœud. Et ça, c'est très pratique parce que lorsque vous allez utiliser des ressources de type cron job, etc. dans votre Kubernetes, alors à ce moment-là, au moment où le cron job va se lever, l'autoscheduler va provisionner un nœud, et là vous pouvez mettre un gros nœud, etc. et redescendre tranquillement une fois que l'opération est effectuée. C'est très efficace d'un point de vue coût, et c'est surtout très agréable de pouvoir jouer avec un petit peu cette modernisation. Voilà. Donc, encore une fois, je repasse là-dessus. Le basculement, l'affinité, le basculement final. Et pour conclure cette présentation, euh, eh ben, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que GCP plus Terraform Cloud et notamment GKE, ça fonctionne super bien. Et ça fonctionne super bien, notamment tellement bien que, comme vous l'avez vu, je n'ai pas fait un gros focus sur la plateforme Terraform Cloud parce que si vous l'utilisez, vous vous rendrez compte que vous allez sans doute, pour ceux qui peuvent utiliser des outils naturellement sur du cloud public ou des choses comme ça, vous allez sans aucun problème pouvoir utiliser cette partie-là de façon à gérer votre état sans même avoir aucun problème. Voilà, c'était Julien Breu pour les HashiTalks. Je suis très très content d'avoir participé et de vous avoir donné un petit peu d'essence et d'astuces autour de tout ça. Et à très vite dans la communauté.